Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie, la fondatrice de l'Atelier 13, qui est une marque de mode et d'accessoires en ligne que vous devez sans doute connaître via Instagram et les réseaux sociaux. Donc Anne-Sophie, tu as 42 ans et tu es aussi la maman de 3 filles, donc Jeanne, 10 ans, Céleste, 9 ans et Anna, 3 ans. Et on va parler de ton vécu de la maternité. Super. Voilà. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir et d'échanger avec toi sur ce sujet. Donc pour commencer, en fait, je voulais te demander comment est-ce que tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ou est-ce que ça s'est fait par hasard quel était ton état d'esprit? J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis très jeune en fait. Je savais pas trop quand ça allait se passer, quand ce serait calé et autres. Et ils sont arrivés alors pas très tôt parce que j'ai eu ma première, j'avais 32 ans. Mais il se trouve que j'ai rencontré mon mari pile un an avant et donc les choses sont arrivées très vite ensuite quoi. D'accord. Et puis derrière, la deuxième est arrivée l'année qui a suivi. Ce qui m'a bien calmée. Ensuite, on va en parler. Voilà. Et puis après, la dernière un peu plus tard. D'accord. Justement, l'idée, ce serait peut-être de voir avec toi comment sont déroulées tes grossesses. Est-ce qu'elles ont été différentes? Donc, en plus, t'en as vécu 2 très rapprochées. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, ma première grossesse, donc j'étais quand même encore assez jeune, c'était hyper détendu, hyper cool. J'ai continué à faire du sport longtemps, je continuais à travailler beaucoup. Je partais vraiment du principe qu'on est enceinte, on n'est pas malade. Très vite quand même, il y a eu 2-3 petites alertes qui ont poussé les médecins en fait à m'arrêter parce que il y a un moment, il faut pas trop tirer sur la corde. Mais bon ça m'inquiétait pas plus que ça. Cela dit, ma première est quand même arrivée avec un mois d'avance en fait, donc un peu par surprise. Mais c'était une grossesse hyper détendue, très chouette. Vraiment, j'en garde un super souvenir. Et je garde aussi ce souvenir en fait de ce premier congé mat avant d'avoir l'enfant, le bébé, où je m'étais dit mais en fait c'est le meilleur moment de ma vie quoi. Je suis en congé mat, je suis toute seule, j'ai pas d'enfant dont m'occuper. Ouais. Je peux juste préparer son arrivée, c'est canon quoi. Ouais. Et ça se reproduira pas comme ça parce que même si après j'ai d'autres enfants, il y aura d'autres choses à faire en fait par ailleurs. Donc voilà. La deuxième grossesse, donc j'ai adoré ma première grossesse, l'accouchement nickel, le petit bébé qui arrive, qui est parfait, qui est trop bien, qui pleure normal mais qui fait ses nuits 1 mois et demi, donc génial. Le pied. Vraiment génial. Et là je me suis dit ok, on y va, on continue sur notre lancée. Et paf, je retombe enceinte. Donc ma deuxième est arrivée pile 1 an après. La première est du 10 janvier, la deuxième du 20 janvier en fait. Donc vraiment, j'avais pas chômé et c'était voulu à l'époque parce que j'avais vraiment envie d'avoir une paire, j'avais envie de profiter de cette période de la petite enfance pour m'en occuper et vraiment essayer de tout concentrer pour pouvoir reprendre le boulot ensuite après quoi en fait, plus aussi intensément qu'avant d'ailleurs, c'est ce que j'avais en tête. Et puis là j'ai un peu déchanté parce qu'en fait avoir un deuxième bébé quand on en a un premier qui a 1 an, c'est quand même super fatigant. Et franchement c'est une très grande joie et tout, mais je le souhaite à personne quoi, parce que 1 année d'écart, c'est vraiment très très court. C'est-à-dire que quand la deuxième naît, la première marche pas.
encore, donc il faut tout surveiller, et ne serait-ce que 18 mois d'écart, en fait, je pense que c'est mieux, quoi, parce que voilà, l'enfant, bah, il est plus autonome, il marche, il est même plus calé dans ses siestes et autres, donc il y a une vraie différence. Mais là, je me souviens de me retrouver, mais mon Dieu, quoi, avec ces deux petites, mon mari qui bossait vachement, qui rentrait à 10h le soir, je me revois assise dans les escaliers en train de pleurer, de me demander ce que j'allais faire avec tous ces enfants qui pleuraient autour de moi. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir une maman hyper disponible. Ouais. Donc c'est vrai que pendant mon deuxième congé mat, je suis souvent allée chez elle, quoi, ne serait-ce que pour pas être seule à gérer tout ça. Et vraiment, voilà, je garde un souvenir de moments, et pourtant ma deuxième était pas, alors elle pleurait, hein, mais comme un bébé normal, quoi. Elle dormait pas la nuit, mais comme un bébé normal. Mais enfin, je me souviens vraiment d'être complètement dépassée par le truc et ça pendant assez longtemps, en fait, parce que je pense vraiment que j'ai commencé à avoir le bout de ce tunnel de la toute petite enfance quand ma deuxième a eu 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Donc il y a vraiment eu une période où j'avais qu'une hâte, c'était d'être le lundi matin et d'arriver au bureau pour souffler, pour boire un café tranquille, me maquiller, parce qu'en fait j'avais même pas le temps de me maquiller avant de partir le matin. Et vraiment, voilà, j'ai souvenir de ce tunnel où on profite de pas grand chose, et parce que voilà, on a 2 enfants petits. Et alors, en fait, tu t'as repris ton travail? Ouais, j'ai repris tout de suite après. En fait, j'ai eu les congés mat normaux, donc j'ai repris à chaque fois, j'ai repris quand mes bébés avaient 3 mois, quoi. D'accord. Je pense que c'était moins fatigant d'aller bosser que de passer la journée. Enfin, franchement, à cette époque-là, et puis je sais pas si c'est bizarre à dire, mais se retrouver dans un environnement de boulot où on parle d'autre chose que d'enfants, en fait, moi, ça me faisait respirer aussi, quoi. Donc, j'avais vraiment besoin de ça. Et puis les choses ont changé. En fait, quand ma deuxième a eu 4 ans, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier, je me suis dit, mais ça y est, j'ai plus de bébé, quoi. En fait, elle a 4 ans, c'est une petite fille. Je les ai vus, les deux, là, m'échapper, grandir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut qu'on continue. C'est trop canon d'avoir des enfants, parce que enfin, moi, je me régale. Encore aujourd'hui et tout, avec les 3, c'est extra. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, on peut pas s'arrêter là. Donc, alors que j'étais à peu près sûre qu'après les 2, ce serait terminé. Tu t'es dit ça pendant 4 ans? Et je me suis dit ça. Et là, quand elle a eu 4 ans, je me suis dit, non, mais allez, on y retourne, voilà. Et donc là, ça m'a pris un peu plus de temps. Je suis retombée enceinte, je sais plus quand exactement, enfin, 1 an après, à peu près. Et j'ai perdu ce bébé, à un stade assez avancé de la grossesse, en fait. D'accord. J'étais à 4 mois de grossesse. Ah oui. Donc, la première écho était déjà 1 mois et demi derrière. Enfin, c'était, ça a été hyper violent. Mais, je pense que, enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est certainement l'expérience la plus difficile que j'ai eue dans ma vie, alors que j'ai quand même perdu ma mère et tout. Mais bon, mais je pense que les hormones jouent vachement sur la perception qu'on a d'un deuil périnatal. Et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Tu sais ce qui s'est passé, en fait? Non, en fait, non, on sait pas. On a fait une autopsie et tout, et les médecins ont rien trouvé, donc en fait, il faut juste accepter que voilà, c'était pas une petite fille, c'était encore une petite fille qui avait prévu qui était appelée à rester avec nous. Alors, dans ce malheur, j'ai eu une chance, c'est que je suis retombée enceinte très vite derrière, donc ça a vachement apaisé ma peine. Donc là, cette 3e grossesse, elle a été, évidemment, j'étais super contente, mais elle a été vachement angoissée, Bien en sûr. fait, parce que voilà, ça a passé une fois, pourquoi ça se repasserait pas une autre fois. J'ai eu des périodes de stress, enfin d'angoisse plutôt que de stress assez fortes. Puis finalement, tout s'est bien passé, elle est arrivée quasiment au terme et tout, donc voilà, super. Mais c'était. Ouais, ça a été une grossesse. J'ai eu des grossesses, en fait, j'ai eu 4 grossesses, du coup, assez différentes les unes des autres. Quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois? Tout de suite à la naissance de mon aîné, je dirais, mais j'ai aussi eu ce sentiment dont je me rappelle très précisément à la maternité. Avec ce petit bébé à côté de moi, de me dire, en fait, ça y est, d'une certaine façon, je suis plus libre, quoi. C'est-à-dire que je peux plus faire ce que je veux quand je veux. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un bébé qui pleure, dont il faut qu'on change la couche. En fait, ça peut pas attendre. Donc, c'est lui qui va me dicter la façon dont ma vie va s'organiser. Et je me suis dit, ça y est, ma vie est changée à tout jamais, en fait. Il y a une petite personne dont je suis responsable, qui a besoin de moi pour vivre, en fait. Et voilà. Et avant, on n'a pas d'enfant, on n'a pas envie de se lever, on se lève pas, on a envie de se faire un café, on va se faire un café. Et là, en fait, les choses sont immédiatement chamboulées, quoi. Et je me souviens très bien de ce sentiment qui était mêlé à la joie d'avoir ce bébé.
ouais, ça a été immédiat, quoi. Ça a été immédiat. Ouais, t'as tout de suite senti ce... Ouais. Et ça a été pareil pour les deux autres. Enfin, je veux dire, bon, oui, évidemment, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais... Après, voilà, les expériences sont pas les mêmes. La deuxième, elle est arrivée. La première avait 1 an, donc elle était déjà très en demande. Ouais. Voilà, elle me demandait beaucoup de temps, donc c'est vrai que la petite deuxième, et puis on a l'impression qu'on sait faire et tout, donc la logique est pas tout à fait la même. Mais et puis la petite dernière, on se dit que c'est certainement la petite dernière, et donc on va en profiter parce que voilà, ça passe tellement vite que elle a la place de choix. Exactement, donc ouais, voilà. Et comment ça se sont passés tes premiers mois de maman, enfin notamment pour la première justement, et puis ensuite pour les suivantes, est-ce que ça a été fluide? Ah ouais, ma première, c'est pour ça que tout de suite on a voulu faire la deuxième, c'est que ça a été hyper facile, vraiment. Enfin moi j'ai souvenir que tout était simple. À nouveau voilà, c'était un bébé facile, donc j'ai eu de la chance. Elle pleurait pas, elle a fait ses nuits très vite, tout était simple. Donc mais je sais bien que c'est pas comme ça tout le temps, et puis je l'ai vu avec les autres en fait. Mais après il y a ce premier mois qui est un peu que j'ai vécu comme ça, surtout pour donc ma première et ma dernière, où voilà, le bébé vient d'arriver et puis il dort beaucoup, donc c'est cool. On se dit c'est super, finalement c'est pas si fatigant d'avoir un bébé, on continue sa vie d'avant, on remet ses fringues d'avant et tout, c'est super. Et puis en fait il y a un énorme contre-coup au bout d'1 mois où finalement la fatigue elle s'accumule, quand on est réveillé plusieurs fois par nuit, finalement ça pèse sur le moral, sur le physique, et et là forcément c'est plus difficile, et ce qu'on apprend avec le temps, c'est que peut-être un peu se ménager, c'est clair, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Puis c'est vrai qu'en fait moi je me souviens aussi, on sous-estime parfois aussi la fatigue, parce qu'on la ressent pas tout de suite, liée à l'accouchement lui-même, en fait, même si c'est bien passé. C'est quand même une épreuve physique énorme, donc c'est vrai que ça vient et tout ça après. En fait ça voilà, c'est un peu à double détente, et au début on arrive, alors oui on est un peu fatigué, mais on se dit que ça va passer. Et puis en fait ma dernière est née à 5h du matin, donc ça veut dire que contrairement aux autres qui étaient nées dans la journée, ça veut dire qu'elle est née, j'avais déjà une nuit blanche derrière moi, quoi. Donc déjà là on part de très loin, parce que c'est compliqué de récupérer. Et en revanche pour ma dernière, là je savais que j'allais le payer assez vite, et donc très vite j'ai mis en pratique tout ce qu'on nous dit, qu'on fait pas forcément avant parce qu'on se croit un peu plus fort que ce qu'on veut bien, voilà. Mais de dire voilà, dors pendant que ton bébé dort, dès que t'as 2 heures en fait vas-y, et là je l'ai plus fait pour la dernière. Ouais, c'est vrai, tu t'accordais des petites siestes comme ça. Je le faisais parce que je savais qu'en fait, puis j'étais plus vieille aussi, j'avais 39 ans, donc forcément on fatigue plus vite, on se remet moins aussi, donc ça c'est quelque chose que tu conseilles pour bien vivre. Oui vraiment. Et puis c'est bon à savoir. Voilà, mais c'est vrai que mes 2 premières, j'étais un peu sur tous les fronts, et je l'ai payé tôt ou tard, mais je me souviens de périodes où j'étais vraiment épuisée, quoi. Épuisée. Et alors un autre sujet que je veux aborder avec toi, qui est un sujet sur lequel tu communiques et que je trouve très intéressant, c'est le sujet de l'allaitement, parce que donc du coup tu vas nous raconter tes 3 expériences d'allaitement, mais je sais que t'allaites toujours ta dernière, ta petite Anna. Donc je voulais un peu avoir ton ressenti sur l'allaitement, comment se sont passés tes allaitements, déjà sur les 2 premières, est-ce que t'as continué à les allaiter en travaillant, et ensuite sur Anna, comment ça se passe? Alors, j'ai allaité mes 3 filles. La première, je l'ai allaitée 2 mois à temps plein, et ensuite 2 mois en allaitement mixte. D'accord. Donc en fait, j'ai un peu continué à l'allaiter pendant que je travaillais. Et en fait, très vite, au bout de ces 2 mois, voilà, j'ai arrêté parce que, en fait, je trouvais que 4 mois, c'était suffisant. Enfin, ça, voilà, j'avais fait le job. Par ailleurs, j'avais ma vie de femme, entre guillemets, qui reprenait, de boulot et tout. Et donc, voilà, c'était un peu, le truc est fait. Et puis, on reprend une vie normale, entre guillemets. Ma deuxième, je l'ai allaitée, mais moins longtemps parce qu'en fait, j'étais extrêmement fatiguée. Donc j'ai eu l'impression à un moment, je pense que c'est faux, mais moi j'ai eu l'impression à un moment que j'avais plus de lait, plus assez de lait pour ce bébé, et donc voilà, je suis passée à l'allaitement artificiel. Je pense qu'avec le recul j'aurais dû persévérer, mais voilà, la fatigue étant ce qu'elle était à l'époque, ma maman me disait non mais c'est bien, voilà. T'as arrêté au bout de combien de temps la deuxième? Je sais pas trop dire, mais je pense que j'ai dû faire 1 mois et demi ou 2 mois, quoi. D'accord. Voilà. En fait, j'étais tellement épuisée que ma maman me donnait un coup de main, et c'est vrai que j'étais contente qu'elle puisse donner un biberon pendant que moi j'essayais de dormir la nuit. Enfin, c'était
Et ma troisième, elle est arrivée quand même dans un contexte un peu différent, comme je me doutais, où j'imaginais que ce serait certainement la dernière, et que j'avais vraiment envie de profiter de cette dernière grossesse, la petite enfance et autres. C'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai aussi changé de vie professionnelle, et où donc je me suis dit elle, en fait, si je peux, je l'allaiterai longtemps, parce que déjà par curiosité, j'avais envie de voir ce que c'était que l'allaitement long. Ensuite, peut-être ce que j'avais lu sur le sujet et autres m'avait convaincu que c'était bon pour l'enfant et que c'était important de faire un allaitement exclusif, en fait, parce que en gros, dès qu'on introduit du lait artificiel, toute la flore intestinale du bébé se modifie, et donc j'étais vraiment attachée à essayer pendant 6 mois, peut-être 1 an. Après il y a la diversification là au bout de 6 mois, mais en tout cas vraiment sur le lait, en tout cas, fournir mon lait du lait maternel du lait maternel exclusivement, parce que j'étais persuadée que, je le suis toujours d'ailleurs, que c'était ce qui allait mieux pour eux. Et ce que j'ai fait, puis en fait au bout d'1 an j'ai continué. J'ai toujours continué, puis après je me suis dit j'arrêterai quand elle aura 18 mois, j'arrêterai quand elle aura... En fait, à chaque fois, il y avait c'est hyper pratique l'allaitement maternel, surtout quand l'enfant grandit finalement, parce que dès qu'il a un petit chagrin, on sait comment le consoler. Dès qu'il a faim et qu'on est mal pris, qu'on n'a pas un truc sur soi, on a de quoi le nourrir. Donc c'est hyper pratique. Et comme on a pas mal voyagé, malgré le fait qu'elle soit petite, en fait, à chaque fois je me disais je continue à allaiter jusqu'à ses vacances, comme ça au moins dans les avions j'ai pas de problème, j'arrive à l'endormir facilement, et j'arrête après. Et en fait j'arrive pas à arrêter, quoi. C'est surtout elle qui veut pas arrêter. Là j'arrive à l'étape où j'essaye d'être un peu rusée pour lui détourner l'attention de ça, mais en plus maintenant elle parle couramment, donc elle me dit que non, mais moi je préfère ton lait, maman. Donc c'est assez mais bon, il va falloir qu'on arrive au sevrage là, malgré tout, et en même temps je me dis c'est pas très grave finalement. Oui, c'est clair. Il y a rien de grave. Mais voilà, je suis hyper contente en fait d'être allée si loin. Enfin, ça m'a pas demandé d'efforts ou de sacrifices particuliers. Oui, c'est pas un objectif que tu t'es mis en tête. Non, ça c'est moi je voulais faire 6 mois, 1 an en fait. Voilà. Et après les choses se sont juste poursuivies. C'est un super moment. C'est pratique. Parce que là, en fait, juste pratiquement, tu l'allaites quand là? C'est le matin. Là, en fait, pratiquement, pratiquement, concrètement, depuis un moment là, elle se réveille le matin, elle vient dans mon lit et elle vient faire un câlin et prendre son lait et voilà. D'accord. Et après, on se lève, elle prend son petit déjeuner avec ses sœurs normalement, voilà. Et c'est vrai que le soir, souvent, quand je rentre du bureau, elle me réclame un peu de lait. Et parfois, j'arrive à détourner son attention, puis parfois, ça dure 3 minutes, hein. C'est juste, je pense que c'est juste un petit rituel pour elle aussi, et voilà. Et c'est vrai que le week-end, elle me le demande plus parce que je suis là, quoi, en fait, tout simplement. En vacances, quand on est en maillot de bain, c'est beaucoup plus facile aussi de venir chercher que quand il y a 4 pulls à soulever. Donc voilà, c'est amusant, mais non, c'est marrant, quoi. Et t'as toujours du lait, en fait. Ça m'intrigue. Ouais, non, mais en fait, c'est très mécanique. Plus l'enfant tète et plus ça stimule, quoi, tout simplement. Donc oui, tant qu'elle continue à téter, tant qu'elle continue à téter, il y en aura, quoi. Et il y a plus, là, évidemment, après tout ce temps, j'ai plus de problème de montée de lait. Ah oui. Mes seins sont exactement, j'en parle très ouvertement, mais sont exactement comme avant. Donc c'est un peu tous les avantages sans les inconvénients de la faut connaître première, au début, voilà, exactement. Pas plus de canaux lactifs à reboucher. Non, mais voilà, y a pas, on n'a pas de montée de lait, il y a pas de douleur, il y a pas de fuite, il y a pas tous ces trucs-là. D'accord. Et en revanche, parfois, je lui dis non, mais là, en fait, stop, quoi. On passe à autre chose parce que j'ai pas, il faut pas que je devienne son doudou, même si c'est peut-être un peu déjà le cas, mais. Ouais. Voilà. D'accord, donc une expérience. Non, mais canon, et que je recommande, et parce qu'après moi je suis intimement persuadée que c'est super pour les enfants. Bon, après on peut faire la liste de tous les avantages, hein, c'est économique, c'est pratique, c'est toujours chaud.
c'est hyper adapté, il y a les anticorps, tout ça. Donc ça, voilà. Mais ça, après, c'est chacun en fonction de son ressenti, bien et sûr, de son envie, c'est et de son niveau de fatigue, et de son niveau de fatigue. C'est pas toujours facile de persévérer quand les bébés sont dans leur pic de croissance et tout ça. Donc ouais, toi, tu trouves que en fait, du coup, comme t'as eu un allaitement long, un tout petit peu plus court, et voilà, tu trouves quand même que c'est quelque chose de fatigant. En fait, l'état de fatigue joue quand même, quoi. L'état de fatigue, oui, parce que, surtout quand c'est les premiers enfants, je dirais, tu vois, tu sais pas trop, quoi. Donc, y a pas grand monde pour te renseigner non plus. À la maternité, les discours sont pas toujours homogènes. Parfois, on dit, ah bah non, mais faut compléter avec autre chose, parce que eux, leur principale préoccupation, c'est que le bébé sorte pas en n'ayant pas repris son poids. Donc, voilà, pour les premiers, on est un peu démunis, on est un peu désemparés. On a un regard de la société ou même des parents qui est le leur. Et moi, pour ma troisième, je sais qu'en fait, j'avais confiance en moi, j'avais confiance dans le fait que je voulais un allaitement long, que ok, il y aurait des moments difficiles, mais que c'est pas grave, quoi. Il faut faire confiance au bébé, que c'est naturel et qu'il y a pas de, cette histoire de pas avoir de lait, ça marche pas. Ça tient pas, quoi. C'est pas vrai. Oui, parfois le bébé, en fait, il y a des périodes de la vie, de mémoire, je crois que c'est à 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, je sais plus, où il y a des pics de croissance où ils sont toute la journée au sein, quoi. Et en fait, c'est pas anormal, c'est juste que ça stimule la lactation pour passer au stade d'après, pour que la maman puisse passer au stade d'après en termes de production de lait. Et en fait, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une société qui nous dit, oh là là, faut laisser au moins 1h30 entre les tétés. Et tout ça, c'est un peu anxiogène. Et je crois vraiment qu'il faut pas trop se poser de questions et garder son cap, quoi. Se dire, voilà, moi, je veux allaiter au moins 5 mois ou 6 mois et je vais y arriver. Il y a pas de raison que j'y arrive pas, en fait. Ouais. Donc, tu t'es sentie plus libre, en fait, dans ce dernier. Ouais. Et donc du coup t'as commencé un petit peu à en parler. C'est vrai que je connais ton histoire, donc on l'a pas forcément précisé au début. Donc je voulais parler de l'impact de la maternité sur ta carrière professionnelle. Donc ton ancien travail c'était dans la finance, en fusion acquisition, c'est ça? J'étais directrice d'investissement dans un fonds d'investissement. D'accord. Donc c'est des métiers exigeants, très chronophages. En termes de temps, en termes d'exigence, de pression et autres. Donc c'est vrai que c'est très difficilement conciliable avec. En plus c'est des métiers très masculins. Donc il y a que des hommes quasiment qui ont des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Mais c'est vrai que du coup, quand on est la femme en question, c'est plus compliqué. Et on m'a clairement fait comprendre à un moment, de façon assez brutale, je m'en rappelle très bien, en ces termes, qu'en gros, soit il fallait que... comment ils ont formulé ça, soit je trouvais une nounou... plus longtemps, soit je demandais à mon mari de me payer un salaire, quoi, en fait. Et oui, d'accord. C'était vraiment, en gros, voilà. Dans la délicatesse. C'était de façon très ouverte, quoi. Et donc là, moi, je suis tombée des nues, oui et non. Je suis pas tellement surprise d'avoir entendu ça, mais je me suis dit, donc quand même, ce fameux plafond de verre, il est là, il est bien là. Ouais. Après combien d'années de bons et loyaux services? Quasiment 7 ans, de tout, quoi. Et bref. Et donc là, je me suis dit, j'avais l'idée j'avais ce projet qui démarrait en parallèle. J'avais donc envie de ma troisième. Et puis mes 2 premières me demandaient déjà beaucoup de temps. Et donc, n'ayant plus non plus ma maman, en fait, qui me donnait un sérieux coup de main que j'avais plus à ce moment-là, je me suis dit, il y a un moment, en fait, c'est pas possible de tout faire, quoi. Je peux pas avoir une carrière professionnelle où je suis pas là de 8h du mat à 8h du soir, dans les meilleures situations, et sinon en déplacement ou en voyage, avoir mes enfants, faire ma troisième et profiter de ma troisième grossesse et de la troisième petite enfance de mon bébé. Ça va pas être possible, en fait, concrètement. Et en plus, j'ai ce projet là qui me titille. Donc, est-ce que c'est pas le bon moment pour faire une pause, faire ce bébé, donner une chance à ce projet, et puis Inch'Allah, quoi, on verra plus tard ce qui se passe. Est-ce que je retourne bosser dans ce milieu? Est-ce que mon projet avance? Donc voilà, et ça s'est passé il y a 4 ans. D'accord, donc tes aînés, voilà. donc mes 2 premières avaient
4 et 5 ans. Ouais, 4 et 5 ans. 4 et 5 ans. Donc là, j'ai quitté mon job pile il y a 4 ans. Je suis tombée enceinte juste après, alors que ça faisait 6 ou 8 mois que j'essayais, et en fait, ça marchait pas, quoi. Ouais. Je pense que j'étais peut-être pas libre, suffisamment libre en tout cas pour que ça marche. Donc je suis tombée enceinte juste après. C'est ce bébé-là que j'ai perdu. Et puis après, je suis retombée enceinte et j'ai eu Anna il y a bientôt 3 ans. Et donc en fait, t'as fondé l'atelier Tresse. Enfin, t'avais commencé à travailler un peu dessus pendant que tu bossais. Voilà. Et puis voilà. T'arrives à trouver du temps. Pour faire en ça. fait, oui, c'était mes petites occupations du soir et du week-end. Ouais. De maman qui sort plus, quoi. Voilà, quand on a des enfants, les apéros, les dîners au resto, tout ça, c'est un peu terminé. Et donc il fallait que je m'occupe. Donc c'était mes nuits et mes week-ends, ouais. Et donc l'atelier 13 existait déjà quand t'es tombée enceinte, en fait, de ta dernière fille. Ouais, exactement. D'autant que ça faisait 6-8 mois que j'avais quitté mon job, et donc ouais. Et donc pendant la grossesse, je travaillais à l'époque encore de chez moi, donc j'étais enceinte, je travaillais, après je me ménageais beaucoup parce que pour ma deuxième, j'avais été alitée à 6 mois. Ah oui. Avec une menace d'accouchement prématuré, donc voilà, là étant en plus un peu plus vieille, je voulais pas prendre le risque qu'il se passe quoi que ce soit. Ouais. Donc je travaillais allongée sur mon canapé avec mon ordi, j'avançais sur tous les sujets qui demandent pas trop de déplacement, donc c'est à ce moment-là que j'ai bossé sur le site notamment. Voilà, tout le développement du site, je l'ai fait sur mon canapé allongée pendant quelques mois, et voilà. Ouais. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro vie perso, justement, parce que c'est il est jamais le même, en fait, en fonction des périodes de la vie, et en fait par nature un équilibre est toujours instable, quoi. Donc voilà, moi aujourd'hui ma priorité c'est mes enfants. Je veux dire, elles sont à un âge où vraiment j'ai envie de leur donner le temps, la disponibilité et les chances de faire ce qu'elles ont envie de faire aujourd'hui. Enfin, je pense notamment aux activités sportives, tout ce qui peut les définir pour plus tard, en fait, parce que voilà, elles ont 9 et 10 ans. C'est maintenant, en fait, si elles ont envie d'être bonnes dans un sport, c'est même pas dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut leur donner un peu ces disponibilités-là. Donc du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire le taxi, les conduites, à être avec elle, en fait, avant qu'elle soit autonome, parce que je sais aussi que ça viendra finalement assez vite, où elles pourront faire les choses toutes seules. Et donc oui, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille un peu moins, ou en tout cas un peu différemment de certaines périodes, et en fait j'adapte, quoi, et j'accepte que mon activité se développe pas aussi vite que je voudrais, parce que j'ai fait le choix, en fait, d'avoir une vie où je suis là pour mes enfants, et voilà, et je suis là le soir, et voilà. Bon, ça m'empêche pas de travailler, mais bien sûr. C'est vraiment. Et puis peut-être que dans 2 ans, je pourrais à nouveau libérer plus de temps pour moi, pour mon activité. Et je me pose pas trop de questions, en fait. Je vis vraiment au quotidien, parce que leurs besoins évoluent vite. Et je me souviens de quelque chose que me disait ma maman, parce que c'est vrai, quand on a des enfants qu'on démarre, même la toute petite enfance, on a l'impression que ça va jamais se terminer, en fait, que notre vie elle est comme ça, et que ça va être comme ça pour toujours. Et donc j'essayais de mettre en place des stratégies pour m'organiser, pour que tout tourne bien. Et je me souviens qu'elle me disait, mais en fait, fais au jour le jour, quoi, parce que demain ça sera différent, et te stresse pas avec comment tu vas faire dans 1 mois, dans 2 mois, quand tu seras en déplacement, tu trouveras les solutions à ce moment-là. Mais vis au jour le jour, parce qu'en fait, il reste pas petit longtemps, et donc voilà, c'est vraiment ma logique, quoi. Parce que là, tes journées, ça s'organise comment, en fait? Ça dépend des jours. J'imagine le mercredi, du coup, c'est une journée un peu particulière. Ouais. En fait, elles sont à l'école jusqu'à 4h30. Bon, avant, on avait une jeune fille au père qui les récupérait, et donc je pouvais rentrer à la maison vers 7h, quoi. Donc j'avais une vraie journée de travail. Là, cette année, elles ont des activités sportives, y compris le soir. Le soir, voilà, auxquelles elles peuvent pas aller seules. Donc je suis à 4h30 quasiment à la sortie de l'école pour les accompagner. Après, voilà, pendant que j'attends ou autre, je peux rebosser, parce qu'aujourd'hui on est tellement nomade, en fait, qu'on peut travailler partout. Mais oui, je fais pas mal de taxi, quoi. Donc la semaine c'est ça. Le mercredi, c'est un peu pareil, en fait. J'arrive à trouver 2 heures dans la journée pour avancer sur des trucs pendant qu'elles sont aux activités, mais c'est un peu... En fait, le mercredi, c'est un peu la journée où on en profite pour faire les courses, faire les trucs avec elles, et voilà. D'accord. Et quel est ton rapport à ton corps de maman? Alors,
j'ai de la chance parce qu'il a pas beaucoup changé par rapport à avant. Après mes 2 premières grossesses, en fait, j'avais pas beaucoup grossi, donc j'ai tout de suite retrouvé mon corps d'avant très rapidement. Après la 3e, j'ai plus grossi et les kilos sont partis beaucoup moins vite, en fait. Et vraiment, je m'étais dit, bon, bah voilà, je suis plus vieille, et en fait, il y a 4 kilos qui sont là en plus et qui partiront plus, quoi. C'est comme ça, c'est pas un drame, ça fait partie de la vie, et bon, bah voilà. Puis j'essayais plus ou moins de faire attention à ce que je mangeais, mais en fait, ça changeait rien. Et puis, je me suis mise à faire du yoga de façon un peu plus régulière, enfin, en tout cas, plus fréquente. Et là, en fait, ils ont juste disparu, quoi, ces kilos. D'accord. Et je suis sûre que c'est lié au yoga, parce qu'en l'occurrence, j'ai rien changé d'autre dans ma vie. Et alors, du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir le même corps que j'avais avant d'avoir des enfants. Alors oui, mes seins sont un peu moins fermes, mais ils sont pas, je veux dire, parce qu'il y a plein de filles qui craignent d'allaiter parce qu'elles ont peur d'avoir des seins qui ressemblent plus à rien. Je peux vous rassurer, c'est pas le cas. Voilà, ils sont un peu moins fermes, c'est sûr, mais enfin, ils sont tout à fait corrects. Et non, mais c'est important de le dire, quoi, parce qu'il y a plein de craintes, et je crois qu'il y a pas de fatalité si on a une vie saine, qu'on trouve ce qui marche pour soi, parce que voilà, moi, il me restait 5 kilos, j'avais pas trouvé comment les perdre, puis à un moment, paf, j'ai trouvé, quoi, et ils sont partis, donc c'est pas forcément immédiat, mais ouais, non, franchement, voilà, j'ai beaucoup de chance. Après, voilà, je suis plus vite fatiguée, évidemment. Oui, ça, c'est mais sûr. voilà, c'est tout. En fait, on adapte aussi son rythme de vie. On se couche plus tôt parce qu'on sait que de toute façon, on se réveille tôt. Et mais ouais, j'ai plus du tout le même rythme de vie qu'avant, ça c'est sûr. Et c'est pas plus mal non plus, mais. Ouais, c'est plus sain. C'est plus sain, et puis surtout, oui, on commence à se rendre compte qu'il faut faire attention à soi si on veut durer, quoi, si on veut pas choper des cochonneries, voilà. Et le yoga, tu pratiques combien de fois par semaine? Minimum 3 fois, en général à l'heure du déjeuner. Donc comme ça, voilà, j'ai de la chance d'avoir des cours avec des profs que j'aime bien qui tombent à l'heure du déjeuner à côté du bureau, donc c'est parfait. Voilà, après, parfois, j'arrive à en caser une de plus, parfois, il y en a une qui saute, mais j'essaye, 3 fois dans la semaine, 2 fois la semaine et 1 fois le week-end, quoi, en général. D'accord. Et ça fait un bien fou. Ouais, c'est vrai, j'ai commencé, moi, et c'est vrai que c'est assez, ça fait vraiment du bien, et même au niveau du dos, etc. En fait, moi, j'ai découvert, tous les bénéfices de cette pratique, ça m'a stupéfaite, et depuis, voilà, je continue parce que physiquement, en fait, je pense qu'on ralentit significativement le vieillissement et on corrige plein de problèmes qu'on a dans nos vies de sédentaires et autres. Et même après, mentalement, en fait, ça repose quand même vraiment. Beaucoup. Ouais. Et même dans l'éducation des enfants, en fait, on n'a pas du tout la même approche. Moi, je sais que je me comporte plus du tout de la même façon avec mes filles maintenant qu'avant d'en faire. Et elles en font un peu aussi. Et même là, j'essaie de transmettre un peu tout ça pour les apaiser, D'accord, c'est chouette. Et justement, en fait, on va parler un petit peu de transmission parce que ça, c'est un sujet que j'aime bien aborder dans le podcast. Donc, est-ce qu'il y a des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à tes enfants? Et si oui, quelles sont-elles? Ouais, bien sûr. D'abord, il y a une valeur, qui pour moi en englobe plusieurs, c'est l'honnêteté. Donc c'est la sincérité, le fait de pas mentir, le fait d'être droit dans ses bottes, l'honnêteté intellectuelle, qui moi est une de mes valeurs principales. C'est vraiment ce que je veux qu'elle retienne de ça. Après, la deuxième, c'est la deuxième chose importante pour moi, c'est vraiment la persévérance, qui va un peu de pair avec la confiance en soi, en fait, parce que les enfants, ils se découragent assez vite quand ils arrivent pas à un truc, et vraiment j'essaye de leur dire, tu sais quoi, en fait, on part tous du même niveau, et ceux qui vont y arriver, c'est juste ceux qui vont s'entraîner plus que les autres, et il y a pas de raison que tu y arrives pas. Alors après, oui, il y en a qui sont plus doués pour un truc que pour un autre, mais ça, c'est aussi à nous de le sentir, mais si c'est un petit truc pas très compliqué, en fait, il y a pas de raison qu'ils y arrivent pas. Donc vraiment, moi, j'essaye de leur dire, entraîne-toi, quoi. Entraîne-toi, et je t'assure que tu vas y arriver, ça va marcher, parce que plus on s'entraîne et plus on y arrive. Donc la persévérance, pour moi, c'est vrai dans tout, dans la vie après.
Et alors quelle joie quand elles arrivent à faire ce qu'elles n'arrivaient pas à faire, de les regarder et leur dire mais tu vois, je te l'avais dit en fait. Et du coup ça met à leur portée une infinité de choses quoi, qui fait que elles savent qu'en fait en persévérant, oui ça va pas être facile, on va se planter, les matchs de foot on perd, l'autre qui fait de la gym elle tombe. Et le jour où elle y arrive en fait c'est juste fascinant de voir leur joie et du coup la confiance qu'ils prennent en eux. Et ça c'est la troisième, mais c'est aussi la première, c'est vraiment je voudrais vraiment qu'elles apprennent à avoir confiance évidemment en elles, mais même dans l'absolu en fait, confiance dans la vie, dans le fait que les choses, moi j'ai été élevée dans cette logique-là et dans la religion chrétienne de dire voilà en fait il y a quelqu'un au-dessus qui sait ce qui est bon pour toi et tu connais pas bien le chemin que ça va prendre, il y a certainement des moments en fait tu vas pas comprendre pourquoi t'es là, mais au final il y a quelqu'un qui veut ton bien quoi. Et donc en fait il faut garder cette confiance même quand ça va pas, même quand alors pour des enfants évidemment ça a pas beaucoup de sens, mais peut-être plus pour des ados ou des jeunes adultes de dire voilà même quand ça va pas, t'es déprimé et autres, garde cette confiance que la roue tourne, que les choses iront mieux et que en fait voilà il y a certainement des raisons qui font que tu passes par ces chemins un peu compliqués, mais au final il y a toujours la lumière au bout du tunnel quoi. Donc ça c'est vraiment voilà les choses que je pense que j'ai envie de leur transmettre et de leur inculquer. Ouais. Et au niveau de la transmission, du coup, il y a la transmission ascendante aussi que je trouve intéressante. Donc, t'en as un petit peu parlé. Ta maman qui était assez proche de toi pendant tes deux premières filles. Est-ce que voilà le rapport que t'as eu avec ta maman a un impact sur ton vécu de la maternité? Alors déjà, en fait, avant d'avoir mes enfants, ma maman, c'était un peu la donneuse de leçons. Elle me disait, ok, merci de me dire ça, laisse-moi faire comme j'entends. Et puis quand j'ai eu mes enfants, j'ai compris en fait par quoi elle était passée avec nous, et je me suis mise à la vénérer d'une certaine façon pour ce rôle de maman qu'elle avait rempli avant moi, et j'étais passée dans son camp quoi d'une certaine façon. Et donc elle m'a vachement aidée, elle m'a guidée beaucoup, à tel point qu'en fait quand j'ai appris qu'elle était malade, je me suis dit ok, j'avais mes deux filles, mes deux aînées, je me suis dit ok, j'aurais pas d'autres enfants quoi, je me vois pas avoir des enfants sans ma mère, en fait c'est impossible. Et il se trouve qu'en fait elle est partie et j'ai eu d'autres enfants, voilà. Et aujourd'hui en fait alors donc évidemment elle me guidait au quotidien, c'est-à-dire que je prenais mon téléphone tous les jours pour lui dire tiens, qu'est-ce que je fais pour ça, donc c'était vraiment un soutien très fort. Et aujourd'hui en fait c'est marrant, mais le fait qu'elle soit plus là je veux pas dire que ça me guide plus parce que c'est plus difficile, mais c'est plus un vrai guide spirituel où je me dis tiens, comment elle aurait fait dans cette situation. Et vraiment je remets vachement en perspective tout ce que je fais à la façon dont elle aurait fait, dont elle aurait géré cette situation, ce truc, et je me dis peut-être que finalement je suis moins en confrontation avec avec elle depuis qu'elle est plus là, et beaucoup plus justement en réception de ce qu'elle peut. Je sais pas s'il y a des messages qui passent, je pense que oui, mais en tout cas je me dis comment elle aurait géré ce truc. Donc il y a une transmission hyper malgré forte tout, en fait. Bien sûr, et même si elle est plus là aujourd'hui quoi. Ouais, donc c'est intéressant quoi. Donc ça a un vrai impact sur ton vécu de la maternité. Vraiment parce que je considère vraiment, je pense que j'ai assez de recul aujourd'hui, je considère vraiment qu'elle nous a élevés. Elle était pas parfaite, mais en fait, avec le recul que j'ai sur mon éducation, je considère qu'elle a fait ce qu'il fallait, en fait. Et donc, je me dis, ok, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait que je peux refaire? Et oui, il y a des trucs que je ferais pas pareil, mais en tout cas, voilà, j'utilise vraiment sa façon à elle de nous avoir élevés pour guider la mienne, en fait, aujourd'hui, Et est-ce que tu dirais que la maternité a changé ton rapport à la vie? Oui. Alors après, quelle vie, je sais pas. La vie change fondamentalement en fait. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la priorité de ma vie, c'est mes enfants. Et si je pouvais en faire et en refaire, je continuerais. Ce qui était pas du tout le cas avant, quoi. Moi, j'ai fait des études, j'avais un super boulot, une carrière, des possibilités. Et puis je pense que j'avais de l'ambition aussi. C'est sûr. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ma priorité, c'est être avec mes filles. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas envie de les envoyer à l'autre bout du monde de temps en temps,
Mais en tout cas, c'est de passer des bons moments avec elles, de les voir grandir, et les aider à s'épanouir dans ce qu'elles ont envie de faire. Et aujourd'hui, enfin, je le dis vraiment, ça me regarde moi, mais c'est le sens de ma vie, c'est mes filles, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis en plus, c'est des filles, quoi. On a une sorte de gang, de tribu. Enfin, il y a un truc vraiment charnel, quoi. On est les petites gonzesses là, et on est tout le temps ensemble. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Puis des relations très différentes entre nous quatre, quoi. Et j'espère que papa trouve ça à place, mais je crois que oui. mais ouais, il y a un truc vraiment tribal, quoi, vraiment très charnel entre nous. Donc et très différent d'une à l'autre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, puisque c'est quand même un sentiment qui est... Ouais, je l'ai ressenti au début en fait, mais très vite, je pense que la maladie et la mort de ma mère m'ont fait voir les choses très différemment, parce que voilà, j'ai pris conscience en fait. Elle attendait qu'une chose dans la vie, c'était d'être grand-mère. Elle a été grand-mère 3 ans. J'ai trouvé ça d'une injustice terrible. Et donc vraiment, je me suis dit bon, en fait, voilà, il peut nous arriver tout et n'importe quoi demain, donc il faut pas trop se stresser et en effet culpabiliser. On fait ce qu'on peut, de la manière dont on peut, avec les moyens qu'on a. Et ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Et voilà. Là où je culpabilisais, évidemment, c'était quand je bossais en parallèle, parce que j'avais l'impression de faire mon boulot à moitié, de m'occuper de mes enfants à moitié. Donc voilà, c'était compliqué, c'était un nœud au ventre en permanence. Et aujourd'hui, moi je culpabilise jamais quand je vais au yoga, je culpabilise pas de pas être en train de travailler ou de pas être avec mes filles. La journée elle est découpée, il y a un peu un temps pour tout. Je vois que mon mari culpabilise pas du tout quand il fait ses trucs perso, donc ça me soulage aussi, enfin ça me déculpabilise. Et puis voilà, je pense que les enfants c'est des petites personnes à part entière, autonomes, et qui peuvent aussi grandir à leur façon. Enfin aujourd'hui, je crois que j'arrive à peu près à... t'es alignée avec toi-même de ce point de vue. Et avec la conscience que rien n'est parfait en fait, mais c'est pas grave, ça empêche pas les choses d'avancer et les enfants de grandir mais voilà, tout prend un peu plus de temps. C'est pas très grave. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, justement ? Alors, il y a le yoga. Ouais, voilà. En fait, il y a le yoga, et puis, c'est à peu près tout, quoi. C'est vrai que c'est à peu près tout. Avant, il y avait mes soirées, mais maintenant, je couche mes filles et je me couche derrière, quoi. Parce que je suis devenue très couche-tôt. Mais bon, on est très lève-tôt aussi, du coup. Non, voilà, c'est ça. Et en fait, le yoga me suffit, quoi. Le yoga me suffit, c'est vraiment 1 heure où on fait le vide, on s'occupe. Enfin, voilà, c'est très apaisant. C'est du temps pour toi, vraiment, quoi. Mais c'est vrai que voilà, les massages, les spas, tout ça, tous ces trucs-là, ça fait très longtemps que je sais pas ce que c'est. C'est plus ce que c'est. Oui, il y a des dîners entre copines de temps en temps, mais qu'on paye derrière parce qu'en fait, on boit un peu, on se couche tard, et donc après on est fatigué. Mais le rythme est voilà, fait que j'ai pas besoin d'avoir vraiment du temps pour moi. J'arrive à le trouver par petits morceaux. Par petites bribes dans ta semaine, quoi. Exactement. Et donc, pour finir cette interview, je voulais te demander, en fait, qu'est-ce que tu conseillerais, quel est le conseil qu'on t'a donné qui t'a semblé le plus important, en fait, sur la maternité, ou quel est le point le plus important ? Alors, on me l'a pas donné, mais je l'ai un peu découvert, notamment avec ma 3e grossesse, c'est vraiment de se faire confiance à soi, en fait, et de pas écouter trop. Il faut écouter un peu les autres, bien sûr, mais pas trop, quoi. Parce qu'au final, avec vos enfants, il y a que vous qui savez. Pour tout, en fait. Et voilà, après, ça n'empêche pas d'aller lire des trucs sur Internet, de lire des bouquins, de parler avec ses copines, de demander à sa mère, sa tante, comment elle aurait fait et tout. Mais au final, la clé, et moi, j'y pense notamment pour l'allaitement, mais dans tous ces moments difficiles, voilà, il faut juste se faire confiance et se dire, mais c'est moi qui décide, en fait, et je fais confiance à mon intuition et à mon instinct maternel pour, voilà. Bon, après, ça n'empêche pas qu'on ait des coups de moins bien, des coups de mou, mais bon, il y a les copines qui sont là, il y a les sœurs, mais je crois qu'il faut vraiment, se faire confiance et faire confiance à son bébé qui est malgré tout une petite personne autonome qui va pas se laisser abattre, quoi. Donc c'est vrai. C'est vraiment ça. Et même après dans la vie, il y a que les parents qui savent pour leurs enfants, en fait. Ouais. C'est vrai. Ouais, globalement, in fine, quoi. Et les enfants eux-mêmes aussi, hein. Moi, c'est ce que j'allais dire quand tu grandis aussi. Non, mais voilà, moi, je l'associe énormément d'autonomie à mes filles, et je leur fais confiance, quoi.
Et parfois, les gens me regardent avec des yeux genre, mais t'es folle. Et, et je dis, bah ouais, mais non, je lui fais confiance et je sais qu'elle est capable. Sur des décisions que tu laisses prendre. Ouais, des décisions ou même des petites, des bricoles, quoi. Si elle est à l'aéroport, elle est capable d'aller s'acheter son paquet de bonbons toute seule. Et les gens me regardent, mais tu laisses ta fille toute seule dans un aéroport. Et je dis, bah en fait, elle a 8 ans, elle va revenir, elle sait où je suis. Et puis... C'est risqué, hein, évidemment, il y a toujours des choses risquées dans la vie, mais ouais, ça les rend autonomes, ça les rend sûrs d'eux, ils sont hyper à l'aise, enfin, je crois vraiment à ça, quoi. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Anne-Sophie pour cette interview, c'était vraiment très intéressant. Et puis donc si on veut te retrouver, donc c'est sur l'atelier 13 et aussi sur ton compte perso Instagram, donc c'est Asnajda, c'est ça? Ouais, exactement. AS comme Anne-Sophie et Najda, c'était mon nom de jeune fille. Donc voilà. D'accord. Bah voilà. Et donc bah écoute, merci encore. Beaucoup. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Joli Bump, rendez-vous sur Instagram @jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Joli Bump et Indie Crew. À très bientôt.